Alors, on a discuté un petit peu du coup hier par rapport aux éléments de TSA dans lesquels on pouvait un petit peu tous se retrouver. Je sais, j'ai bien compris en réécoutant ce que j'ai posté hier, qu'en fait c'était pas vraiment compréhensible. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé par la fin. J'ai commencé par la fin de ma démonstration par rapport à la définition que je me suis efforcée de trouver pour ma propre vie à moi, pour ma propre paix d'esprit. Parce que c'était pas possible en fait d'être dans le flou. Le flou, comme j'ai dit, ça crée de l'angoisse, en fait, ça crée de l'anxiété. Et donc pour moi, c'était pas possible de juste de prendre des éléments en fait qui seraient liés au TSA et puis de les prendre juste pour argent comptant, sans vraiment savoir les mécanismes qu'il y a derrière. Et donc c'est ce que je me propose de refaire ici du coup. Et je pense que ça va être un contenu qui va servir à toutes les personnes qui nous rejoindront déjà. J'espère que ça leur fera du bien. Et oui, donc voilà. Alors, comme on est toujours dans ce côté un petit peu de partage de réalités en fait qui nous sont propres, et de la manière dont on est proactif dedans, et je trouve que c'est aussi une manière de s'approprier sa neuroatypie, d'être proactif dans ses particularités, et de les comprendre, etc. Et je vais tout simplement parler de ce qui s'est passé juste là dans les dernières heures, où par exemple voilà, j'ai eu à mettre mon écran en noir et blanc, par exemple, parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais juste un gros coup de fatigue d'un coup qui est venu sur moi. Et en fait, si j'avais pas eu toute cette connaissance déjà de moi, si j'avais pas eu cette possibilité de me prendre au sérieux parce que je me comprends, j'aurais pas pu en fait, j'aurais pas pu finalement prendre en considération tous ces petits détails, toutes ces petites nuances qui font toute la différence dans le quotidien. Voilà, j'ai pas forcément citer de prénom, parce que je pense que c'est un contenu qui pourrait être consommé par le plus grand nombre de personnes en besoin, et j'ai pas forcément envie de vous mettre de vous afficher par le prénom ou quoi que ce soit, de mettre mal à l'aise, donc je vais pas citer de prénom. Mais voilà, comme je disais en fait hier à la personne qui était là hier, il n'y a pas encore de définition réelle de ce qu'on considère comme être le mécanisme derrière le TSA. En fait, le TSA a encore une description ou une définition descriptive et pas une définition dynamique, une définition de fonctionnement ou définition de mécanisme, du mécanisme qu'il y a derrière. Et pendant 4 ans, j'ai vraiment creusé cette question-là. Et déjà, ce sur quoi je peux commencer, je vais revenir sur les atypies qui me sont propres, mais ce sur quoi déjà je peux commencer en termes de définition, avant qu'on entre un petit peu dans des détails, mais qui seront pas excessivement précis. J'ai fait en sorte que ce soit digeste. Pour moi déjà, le TSA, c'est d'abord, on va dire, une neuroadaptation. Neuroadaptation à tout un tas de choses qu'on va pouvoir voir dans la suite, mais c'est d'abord finalement un type de fonctionnement qui est adaptatif à des réalités biologiques, adaptatif à des réalités génétiques, adaptatif à des réalités physionomiques, adaptatif à des réalités physiologiques. Et il y a un moment effectivement en termes de seuil d'atypie, où on bascule dans un type de neuroadaptation qui a trait à notre fonctionnement au quotidien, qui a trait à tout un tas de choses qu'on va voir dans la suite.
et qui, pour moi, donc constitue cette réalité-là de trouble du spectre de l'autisme. On pourra revoir une proposition d'ailleurs de qualificatifs un peu différentes. Cette neuroadaptation-là, pour moi, déjà, elle qualifie une réalité où notre état de stabilité, état de stabilité psychophysiologique, état de stabilité, pour qu'on se sente bien, en fait, notre état de stabilité, il est vulnérable. Je pense que j'apprends rien à personne en disant ça. Mais voilà, on a un état de stabilité qui est vulnérable et qui va venir mobiliser le fait qu'on mobilise des dynamiques auxiliaires, dans la mesure où en fait les autres personnes, les personnes dites normatives, cet état de stabilité là, en fait il y a tout un tas de mécanismes automatiques qui sont présents chez elles et chez nous. Faute d'être présent, on va venir mobiliser autre chose, en fait. On va venir mobiliser ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des mécanismes auxiliaires. Et par rapport à cet état de vulnérabilité, donc état de stabilité qui est vulnérable chez nous, et donc ces mécanismes auxiliaires, ça pourrait nous faire parler de l'autisme en tant qu'auxisme. Voilà, c'est un terme que j'ai retrouvé dans mes papiers ou dans mes notes pour passer en revue en fait ce que j'allais vous présenter là, parce qu'effectivement j'ai commencé par la fin dans mes descriptions de ce qui pour moi était un socle commun au TSA, et du coup ça faisait pas sens. Donc voilà pour ça, en espérant que ce soit clair. Pour revenir finalement donc à mes réalités à moi en termes de mécanismes auxiliaires que j'ai investis, volontairement ou non volontairement. Là, du côté volontaire, j'ai parlé de mettre l'écran en noir et blanc quand j'ai senti un gros coup de fatigue d'un coup sur moi, et où je me suis dit tiens, il faut que je mette l'écran en noir et blanc, et puis oups, d'un coup l'énergie est revenue en fait. C'est comme si on m'avait rechargé au fuel, quoi. On m'avait mise à la pompe à essence, entre guillemets. Et en fait, il y a aussi quand même une réalité à ce niveau-là, le fait que je sois sensible aujourd'hui à tous ces petits détails. Je sais que j'en avais parlé en fait à une psychologue avec laquelle j'ai eu les accompagnements et ces accompagnements-là en fait m'ont aidé à faire émerger plein de choses. Du point de vue fonctionnel. Elle avait pas forcément toutes les réponses, c'était pas son travail d'avoir toutes les réponses, mais rien que le fait d'avoir quelqu'un, un humain réceptif à ce que tu racontes, en plus elle était au fait des TSA chez les enfants particulièrement, avec plus de difficultés que moi et que nous, mais voilà, elle était au fait de ces réalités-là quand même, bien au fait, et du coup ce que je pouvais lui dire, ça résonnait chez elle. Et du coup, rien qu'avoir en face de soi quelqu'un chez qui ça résonne, ce qu'on dit, ça fait émerger plein de choses chez nous, en fait. Ça active des mécanismes de réalignement, ça active des mécanismes de validation aussi, validation de ce qu'on perçoit, parce que on voit que c'est pas que dans notre tête, on peut avoir un regard extérieur professionnel sur la question. Validation aussi, et puis voilà, des retours sur ce qu'on peut mettre en place. Et c'est dans ce cadre-là aussi, dans cette dynamique-là, que je voulais que ce groupe soit aussi, en fait, c'est pour pouvoir voir avec vous éventuellement ce que vous mettez en place, est-ce que vous le sentez, etc. Pour ce qu'on puisse le voir ensemble, et que moi avec, en fait, que je puisse vous partager où j'en suis à ce niveau-là, à partir de mon point d'évolution à moi, où j'estime quand même être assez avancée dans ce côté où j'accepte que malgré le fait que ces particularités-là, elles soient super subtiles, elles sont pertinentes. Et je pense que c'est le côté le plus difficile quand on a notre type de fonctionnement TSA. Je sais pas si les deux personnes qui sont arrivées ont un TSA. Je sais pas du tout, j'espère que c'est pas un hors-sujet du coup pour elles. Bon, si c'est un sujet qui les intéresse quand même pour leur famille éventuellement, j'espère que ce serait intéressant.
j'avance du coup. Je sais pas, je sais plus où est-ce que j'allais en venir, mais je pense que j'avais fini mon propos. Et donc, oui, par rapport aussi, ouais, j'allais dire en fait que je prends au sérieux ces petits détails, je prends au sérieux ces nuances, et en fait, il y a une sorte de biais, ce que je peux appeler un biais de rareté, dans la mesure où c'est tellement rare. On est supposé être 1%. Après, effectivement, il y a différents effets voilà, sociaux, métriques, etc., qui peuvent faire que la prévalence dans les pourcentages aurait augmenté pour certains, et puis pour certaines villes notamment. Bon, j'ai lu des personnes qui parlaient de ça, mais bon, oui, il y a apparemment une ville ou un État aux États-Unis où le pourcentage de neuroatypiques explose. Et je pense qu'on fait semblant de pas savoir pourquoi. Non, c'est pas une question de santé publique. Voilà, c'est la première économie mondiale, il me semble, cet État. Il me semble. Ouais, il me semble. Donc voilà, et on sait que il y a beaucoup de personnes neuroatypiques qui fleurissent dans un certain nombre de secteurs. Voilà. De notre côté à nous, et de mon côté particulièrement à moi, qu'est-ce que je me suis mise, encore une fois, à remarquer, pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est par exemple le fait, et là ça va peut-être plus intéresser les personnes qui ont un TDAH, le fait que je me mette debout pour travailler. Voilà, le hasard ayant fait que j'ai apparemment ce qui s'appelle un manche debout, et voilà, j'ai mis mon ordi dessus, j'ai mis mes trucs dessus, ça me sert pas pour manger, et en fait je me suis rendu compte que je ne m'assieds pas pour travailler en fait, et que je me sens beaucoup mieux quand je me sens pas pour travailler, alors que l'éducation fait que on peut tout simplement induire chez toi la norme selon laquelle pour travailler il faut s'asseoir. Moi j'ai une photo de moi par exemple au CE1 où effectivement je travaille sur mon bureau, faire mes devoirs. J'ai toujours tout fait toute seule, on m'a jamais accompagnée pour mes devoirs, et j'en ai jamais eu besoin, ni me dire de faire mes devoirs, ni m'accompagner, j'ai jamais eu besoin. Et il y a une photo effectivement, mais il y a pas de chaise devant mon bureau. Et c'est maintenant que je m'en souviens. Et en fait, toute cette chose-là, ça me fait quand même... je prends le temps quand même de parler de ça, parce que c'est des nuances qui peuvent être tellement subtiles qu'elles peuvent être facilement, comme on dit, overlook en anglais, elles peuvent facilement balayer du revers de la main, parce que justement on est super rare, entre guillemets, le 1%, parce que justement les personnes, notamment qui peuvent avoir votre type votre type d'atypie, elles seront pas forcément la majorité des personnes qui ont un TSA, la majorité des personnes qui ont un TDAH non plus. Donc vous êtes tout un chacun, une minorité ou pas, dans la minorité. Donc c'est pas forcé que vous rencontriez des personnes qui ont un TSA et qui fonctionnent pareil que vous. C'est pas forcé que vous rencontriez des personnes qui ont un TDAH et qui fonctionnent pareil que vous. Et en fait, de ce fait-là, on voit pas les gens évoluer, on voit pas les gens bouger, on voit pas les gens opérer en fonction de leur neuroatypie, parce qu'ils sont trop rares, notamment par rapport au TSA particulièrement. Et du coup, on pourrait beaucoup plus avoir tendance finalement à considérer, oui, une sorte de... je sais pas si c'est vraiment le terme, je vais pas reprendre un terme qui existe déjà ailleurs, mais bon, adjectivement, on pourrait appeler ça un biais d'invisibilité. Le fait de... Voilà, comme on est invisible en général, et puis les personnes qui ont ces réalités-là, elles-mêmes aussi, elles sont invisibles à elles-mêmes, et donc on est invisibles les uns aux autres, nos fonctionnements sont invisibilisés ou invisibles les uns pour les autres, et pour nous-mêmes aussi, et du coup, on fonctionne pas selon nos fonctionnements, on fonctionne selon les fonctionnements de la normative, et on peut s'épuiser.
on peut s'épuiser dans cette dynamique-là parce que déjà nos cerveaux, entre guillemets, nos cérébralités, elles sont faites déjà sur un modèle d'adaptation à quelque chose chez nous qui est latent. Elles sont faites pour trouver un chemin d'adaptation propre, déjà. Elles en ont besoin. Donc en fait, quand on vient se copier-coller au fonctionnement d'autres personnes, on se tire une balle dans le pied, même si on le sait pas. Et ça, c'est depuis l'enfance. Voilà, au moment parfois de l'âge adulte, pour ceux qui arrivent à copier-coller les fonctionnements normatifs, et leur propre cérébralité les rattrape et elles se rendent bien compte que c'est le temps, en fait, c'est le temps, tôt ou tard, il faut suivre ce que notre cerveau demande. Voilà. Aussi, donc toujours dans ces dernières heures, j'ai eu une hausse de sensorialité après que, en fait, je me sois mise à fond en mode hyper focus pendant 1h30 à écrire finalement et à vérifier ensuite tout ce qui constituait en fait ma démonstration par rapport au TSA. J'ai fait un sprint d'hyper focus sur ça pour 1h30. Et en fait, j'étais motivée, je l'ai fait. Mais après ça, j'avais ma sensorialité au plafond. Et donc du coup, je me sentais pas très bien. Parce que j'avais vraiment forcé, en me disant non, je vais pas arrêter, sinon je voulais pas perdre le fil, etc. Et là, je vous parle avec un gant à la main gauche. Parce que je suis hypersensorielle à 360 degrés. Et à ma main droite, j'avais quand même envie de garder mes repères de sensorialité. Voilà, j'avais pas envie de tout perdre. Voilà, de passer du tout au rien, c'est pas ça non plus. Donc je veux moins de sensorialité, donc je mets un gant à une main, mais je veux quand même trouver mes repères, y trouver mon compte en termes d'habitude sensorielle, donc je laisse une main libre, sans gant, à droite, à la main droite, par exemple. Donc tout ça, c'est des détails, mais ça fait toute la différence. Là, par exemple, j'étais devant l'ordi, là, par exemple aussi. J'ai dû mettre les lunettes photochromiques que normalement je garde que pour l'extérieur parce que c'était celle-là que j'avais besoin de mettre, par exemple, et que je commençais à me sentir super fatiguée, et hop, je mets les lunettes photochromiques. Et ce qui me vient à l'esprit quand même de dire, c'est pour dire à quel point on minimise notre fonctionnement est invisible à nous-mêmes, à quel point c'est le cas. Je me souviens, il y a une personne qui m'a demandé dans le cadre d'accompagnement, est-ce que vous êtes sensible à la lumière, à la lumière? C'est ce que je lui ai répondu, je lui ai répondu, je sais pas. Et puis baisse la tête, il me dit, ouais, si, vous êtes sensible à la lumière. Je lui dis, mais comment il sait que je suis sensible à la lumière? Et dites-vous que, en fait, les lunettes photochromiques, j'en ai tellement besoin que je les ai prises en fait en vrai parce que c'était dans la bascule entre l'hiver et le printemps où j'avais pris l'habitude de cette baisse de luminosité et que là avec la venue de la grosse luminosité, plutôt même été, printemps-été, en tout cas voilà, avec la venue de la grosse luminosité de la sortie d'hiver, et je commençais en fait à faire des angoisses. Je commençais à faire des angoisses à la lumière. Et au fait, par exemple, que tu sors dans la rue, puis après tu rentres dans un magasin, puis tu as d'autres lumières, tu as différents types de lumières. Je faisais des angoisses à ça, et du coup, je faisais des angoisses au fait de sortir. Et mince, j'ai dit à un monsieur qui m'a posé la question, est-ce que vous êtes sensible à la lumière? Oh, mais je sais pas. Alors qu'en fait, je m'étais déjà retrouvée dans une autre situation aussi où, par exemple, je sais que après avoir été super hyper stimulée, c'était il y a 8 ans, ouais, ou 7 ans,
bref, dans les transports en commun, ouais, c'était à 8 ans, je m'étais en fait rendu compte que au sortir du bus, où je m'apprêtais à rentrer chez moi, finalement j'étais super contente. Parce que j'avais réussi à prendre les transports en commun sans être malade, parce qu'il faut que je me protège sensoriellement de tous les côtés. Quand je prends les transports en commun, et j'étais super content, je me dis yes, j'ai fait le trajet, j'ai pas été malade, etc. Et hop, sur la route, le soleil tape, c'était l'été, et là je me dis aïe, game over, je savais déjà game over, je savais que entre l'arrêt de bus et chez moi, le soleil qui tape comme ça, pas parce qu'il faisait trop chaud, j'ai grandi en territoire tropical désertique, donc c'est pas le fait qu'il faille que soit trop qu'il y ait trop de soleil ou quoi, mais c'était la lumière. Et en fait, parce que j'avais oublié mes lunettes de soleil, et là je me suis dit aïe, game over, je savais que j'allais rentrer chez moi, j'allais être super nauséeuse, rien qu'avec un tronçon de combien de temps 10 minutes. Donc voilà, et pourtant après peut-être pas plus de 3 ans après, on m'a posé la question, est-ce que vous êtes sensible à la lumière? Oh bah je sais pas. En fait, je pense qu'à un moment donné aussi, on est tellement habitué à être en sur-régime et à se faire violence qu'en fait, nos inconforts ne comptent plus. Je pense que c'est un gros bout de ce qu'on tente d'identifier par le terme de masking. Je pense qu'il y a de ça. Le fait d'être tellement, de s'accommoder tellement de l'inconfort, de le normaliser depuis petit, depuis l'école, où parfois voilà quoi. Moi l'école, je sais que c'était super chaotique pour moi sensoriellement. À partir de voilà, parce qu'il y avait une cour des grands puis cour des petits. Et puis voilà, une fois passé dans la cour des grands, c'était chaotique. Mais on s'accoutume de ça. Parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Et du coup, nos inconforts, ils ne comptent plus. Et du coup, je pense que ça participe aussi à ce qu'on nomme l'alexithymie, ce qui, chez un certain nombre de neuroatypiques, c'est pas l'alexithymie telle que définie par ce terme-là, ce serait une hypolexithymie. Donc on enlève le A, on met hypo. Et je pense que ça participe à ça. Le fait de moins percevoir les états par lesquels on passe. Et je pense que ça participe aussi aux latences hypolexithymiques dont j'ai un peu parlé hier. Et je pense que là du coup je peux aller à la partie sur les éléments qui justifient en fait mécaniquement ou en termes de dynamique ce qu'on retrouve dans les TSA. C'est parti. Alors premièrement, au niveau déjà génétique, comme j'en ai un petit peu dit 2 mots hier, on sait que côté génétique, essentiellement, il va y avoir deux principaux cas de figure. C'est le fait en fait d'avoir un nombre de variants de gènes avec une forme variante de la normative, en surnombre par rapport à la population générale. Donc on va avoir un nombre de gènes avec une forme qui va faire un type de variant en fait, mais qui est finalement qui est rare, qui sont rares en fait dans la population générale. Cette disposition de ces gènes-là, elle serait rare dans la population normale. Donc ça signifie a priori donc que c'est pas la forme entre guillemets de génétique la plus effective si c'est rare dans la population générale. Et en fait, nous on va avoir en fait un nombre de ces variants-là, ces variants minoritaires qui seront en surnombre chez nous ou en nombre significativement plus élevé. Voilà, pour parler plus précisément. Et au niveau deuxième cas de figure au niveau génétique, c'est
le fait que... Oui, donc au niveau d'un même gène, là ce sera pas une situation d'effet combiné, mais ce sera en fait au niveau d'un même gène qui est particulièrement important pour le fonctionnement cérébral. Au niveau de ce même d'un même gène, il y aurait à ce niveau-là pas doublon, mais réplication excessive, excédentaire ou suppression. Donc réplication excessive de matériel génétique ou suppression de matériel génétique. Donc voilà, à peu près au niveau des gènes importants, voilà, au niveau de la cérébralité et qui sont liés au TSA. Voilà, si je peux dire ça en mes mots de non-initiés. Donc ensuite, à partir de là, on sait déjà, je pense que voilà, là je pars du plus fin pour aller vers le plus évident. On sait, j'espère que on n'entend pas ma jambe qui bouge. J'espère vraiment qu'on n'entend pas. On sait que il va y avoir des atypies au niveau hormonal, au niveau de l'activité hormonale chez les personnes qui ont des TSA et même des TDAH. Là, si vous faites une simple recherche sur Google, you name it, voilà, en veux-tu, en voilà, tout, j'ai l'impression que, pas forcément tout, mais c'est beaucoup plus présent en fait d'avoir des atypies dans l'activité hormonale, notamment les neurotransmetteurs, voilà, qui ont attrait au fonctionnement du corps et du cerveau, etc. D'avoir des atypies à ce niveau-là, dans ce fonctionnement de physionomique, que dans la population générale. Ouais. Hier déjà je commençais à fatiguer, et là je commence déjà à fatiguer. Je vais continuer, c'est pas grave. Alors, j'espère que je dirai pas trop de bêtises. Normalement non. J'ai noté mes points. Donc, oui, pourquoi dire ça ? En fait, parce que ça permet de mettre en exergue quand même le fait que l'hygiène de vie, quand on est neuroatypique, c'est pas optionnel. On est supposé être les personnes avec l'hygiène de vie la plus alignée et alignable possible. Avoir des quotidiens, des choix de vie qui nous permettent le plus possible d'avoir une hygiène de vie favorable à un bon fonctionnement physionomique. Donc voilà, pour les enfants, pour les adultes, quand on sait qu'on a des déficits hormonaux, des déficits physionomiques, fonctionnels, on peut, je pense, beaucoup mieux prendre toute la mesure de l'importance de l'hygiène de vie. Point numéro 2, en termes de soubassement objectif, concret, par rapport au TSA. Là, on va passer du physionomique au physiologique. Alors, donc effectivement, il y a des réalités dans le TSA, par exemple, de latence hypolexithymique, ou de latence thymique plutôt, et d'hypolexithymie, pour pas dire alexithymie, parce que c'est pas forcément le cas, en fait, c'est pas forcément complètement l'absence de perception correcte de notre état, mais ça peut être des latences aussi, et il peut y avoir de l'hyposensorialité, il peut y avoir de l'hypersensorialité, il peut y avoir les deux, et il peut y avoir des difficultés de motricité. Et là, ce qui serait le soubassement en fait le plus criant, c'est les atypies physiologiques synaptiques. Moi, je les interpréterais en fait comme quand même, oui, liées à l'éveil en fait, et de toute évidence liées à l'excitabilité. Et moi, j'appelle ça l'éveil particulièrement. Au niveau synaptique, qu'est-ce qu'on a ? On a par exemple le fait que il y a des stades dans l'évolution de l'enfant, par exemple, dans le développement de l'enfant, où le cerveau va élaguer des synapses. Les synapses, c'est les petites ficelles autour des neurones. Et
au début donc de la vie humaine, il y en a énormément dans le cerveau du bébé, et je pense que c'est ce qui est aussi lié à cet éveil foisonnant du nouveau-né, etc., du nourrisson. Et à partir, il me semble, de l'âge de 3 ans, il va commencer à se faire un élagage, où le cerveau va commencer à se débarrasser de toutes ces petites ficelles. Il me semble que c'est aussi le cas au début de l'adolescence et à la fin. Bon, en tout cas, il y a des périodes où le cerveau va élaguer. Ce qui fait que voilà, les personnes normatives sont des adultes tout à fait adultes, et puis que vu que chez nous, au niveau des TSA, il y a des réalités d'élagage moins fonctionnelles, on va être des personnes qui vont avoir toujours un petit peu ce côté plus éveillé, qui est pas forcément, qui est pas un défaut en soi, mais qui est une différence, c'est sûr et certain. Et cette différence, elle peut être liée en fait à ces conflits, entre guillemets, ces conflits fonctionnels, cérébraux, le fait d'avoir du trop, un excès de matériel neurologique, tout en sachant aussi par exemple qu'il y a une étude qui a été faite sur les enfants avec TSA, TSA qui demandait une assistance soutenue, et c'est des enfants en fait qui ont pu être étudiés parce qu'en fait c'est des enfants qui ont fait une noyade, donc qui sont décédés par noyade, et c'est des enfants chez lesquels on en pouvait trouver jusqu'à 50% plus de matériel cérébral que chez les mêmes enfants de leur âge. Donc voilà. Et c'est quand on est pour du 50%, effectivement, c'est pas anodin, c'est pas anecdotique, c'est quelque chose, une information que j'ai jamais entendue passer d'ailleurs, nulle part. Mais dans mes recherches, voilà, c'est des choses que j'ai vues. Et ça parle du coup aussi, voilà, non seulement de différences chez nous qui seraient physiologiques, mais qui seraient bel et bien aussi physionomiques. Il y a d'ailleurs des personnes qui ont émis l'hypothèse que voilà, si on faisait en sorte que l'élagage synaptique chez les enfants soit de meilleure qualité, peut-être qu'on pourrait du coup jouer sur certaines difficultés de motricité, certaines difficultés de conflits cérébraux, entre guillemets, de conflits dans les processus cérébraux. Voilà. Parce que voilà, on peut voir se dessiner un peu comme logique le fait qu'il y ait un excès de connectivité, mais aussi, éventuellement, oui, moi je me suis clairement mise à penser entre guillemets à des courts-circuits en fait. Si tu as des fils électriques qui ballottent là qui sont ballottés là dans le vide, où elles sont pas forcément, l'élagage est pas de bonne qualité, est-ce que si ça continue à communiquer, si ça continue à être effectif ou à être demi-effectif parce que l'élagage c'est pas bien fait, voilà, qui sait. Donc je pense que c'est des réalités qui sont importantes de noter. Voilà, c'est pas tout rose dans la question des neuroatypies. C'est voilà, si le cerveau a besoin de s'adapter de la manière dont il s'adapte, et s'il nous fait vivre le type de choses qu'il nous fait vivre, c'est qu'il y a des raisons, et que ces raisons elles sont pas forcément toutes positives ou toutes fleuries, mais voilà, je pense que ça fait partie de la diversité des développements, aussi des développements humains, parce que moi c'est quand même quelque chose que je me suis dit, et je tiens quand même à le noter, notamment pour les personnes qui sont du même bord religieux que moi, où on croit à la prière, etc. Et je crois que c'est très bien. Maintenant, effectivement, si au niveau génétique, j'obéis à ce que ma génétique fait, j'obéis à ce que ma génétique m'indique comme fonctionnement, est-ce que je suis malade ou pas ? On peut être dans des états maladifs, j'en disconviens pas. Mais si ce que je manifeste
m'est dicté par ma génétique et qu'il n'y a pas de danger vital pour moi, est-ce que je suis malade intrinsèquement ou pas, finalement? Est-ce que justement, si je ne fonctionne pas comme ma génétique me dit de fonctionner, mais je fonctionne comme la génétique d'une autre personne, est-ce que c'est pas ça justement un chemin de maladie sur lequel on va me mettre? Un chemin d'inadaptation sur lequel on va me mettre, par exemple. Donc je pense que voilà, il faut toute proportion garder quand même. Il faut ne pas donner forcément tout crédit entier au discours officieux, mais je pense qu'il faut savoir voir les choses de part et d'autre. Il faut savoir voir les choses dans toute leur réalité. Oui, moi je crois que Dieu a créé la diversité fonctionnelle, la diversité génétique pour faire de ce monde un monde équilibré. Notamment, voilà. Alors, on va au point 3. Des réalités objectives, concrètes, derrière les TSA. Alors, point aussi... Ouais, je vais mettre les sources en barre de description. Oui, parce que je pense clairement que cette vidéo va aller sur YouTube. Parce que elle va servir à tout le monde, en fait. Et puis donc, forcément que je mettrai toutes les sources dans le groupe. Alors, et puis n'hésitez pas du coup à noter éventuellement ce que ça fait résonance chez vous, etc. pour qu'on puisse avancer à ce niveau-là, si ça vous va de partager. Alors, région cérébrale, émotionnelle, hyper fournie, pareil, voilà. Pareil au niveau physionomique, il y a eu des études qui ont montré que les régions cérébrales émotionnelles liées aux émotions pouvaient être plus fournies aussi en matériel cérébral que chez la population normative. Et ils ont appelé ça ils ont appelé ça de l'immaturité synaptique aussi à ce niveau-là. Donc voilà, on peut avoir des différences d'élagage synaptique dans tout le cerveau, si je comprends bien, ou juste localisées. Donc voilà, des différences physionomiques de toute manière, en somme. Alors, maintenant on va aller dans des sujets un petit peu plus... dans des aspects un petit peu plus légers, ou moins précis, quoi. Alors, au niveau des études les plus pertinentes que j'ai trouvées à ce sujet-là, j'ai trouvé quelque chose dont j'ai jamais entendu parler encore ailleurs, mais un travail donc d'un japonais, et en fait sur ce papier-là il y a un tas de graphiques. Et il y a particulièrement un type de graphique où ce qu'on voit au niveau des TSA, c'est si je me permets en fait, et je me suis permise de le faire, d'interpréter le graphique, parce que les personnes qui ont fait le graphique, qui ont montré leurs résultats, elles savaient pas forcément interpréter ça, tu sais, parce que c'est la clinique après qui vient interpréter ces résultats-là, qui vient leur donner du sens. Sinon, tu as juste des graphiques d'interaction du cerveau, des zones, des réseaux, etc. entre eux. Pour faire très court, peut-être que certainement un jour que je ferai une vidéo. Pour faire très court, ce que je perçois en fait de ces graphiques-là, de toute façon, c'est sûr et certain que ce côté-là, c'est assez évident, des investissements, des processus d'inhibition et de recentrage. Deuxièmement, surinvestissement des processus d'activité. Donc en fait, il y a des processus d'inhibition et de recentrage qui sont
plus actifs dans la population normative qu'ils ne sont actifs chez les personnes avec un TSA. Voilà, donc moins d'inhibition, moins de recentrage. Le recentrage, c'est vraiment le terme que je mettrais en termes de... Voilà, comme j'ai dit, j'ai interprété les résultats des tableaux. Et ensuite, donc, surinvestissement des processus d'activité. Donc, non seulement les processus d'activité ne sont pas forcément pareillement inhibés, ils sont moins inhibés, mais en plus, ils font le mile de plus, en fait. Tu sais, ils sont en excès, quoi. Non seulement ils sont moins inhibés, mais hop, ils vont en excès. Donc, sur le schéma. Et j'espère que ça fait sens, je pense, pour un certain nombre de personnes. Moi, ça fait sens, ça résonne avec quoi, pour moi, ce côté-là? Le fait déjà qu'on ait besoin de se recentrer, comme je l'ai dit, le fait d'avoir besoin de stabilité, de stabiliser nos états avec des auxiliaires, entre guillemets, avec des moyens qui sont, entre guillemets, manuels, alors que chez les autres, c'est automatique. Donc pour moi, ça fait référence à ça. Voilà, on a moins d'inhibition de nos processus cérébraux, et on a moins de recentrage, donc on a besoin de se recentrer, en fait... Oh my gosh, ok. Donc on a besoin de se recentrer, en fait. Excusez-moi. Donc on a besoin de se recentrer de manière volontaire, de manière intentionnelle, alors que chez les autres c'est automatique. L'inhibition est automatique, le recentrage est automatique, ces processus-là chez eux sont automatiques, dans la population générale, dans la population normative. Chez nous, il va falloir que ce soit intentionnel, il va falloir que ce soit surveillé, entre guillemets, dans le sens de monitorer en anglais, ou veiller. Il faut qu'il y ait une veille intentionnelle sur notre état, alors que dans la population générale, c'est pas le cas. Donc, surinvestissement des processus d'activité, moi, à mon niveau, ce que je vois au niveau de la manière dont ça pourrait se transcrire dans la réalité, c'est le fait qu'on puisse être pareillement beaucoup plus perturbé par nos perceptions. Et on verra ensuite un autre truc à quoi ça fait référence après. Parce que justement, il n'y a pas d'inhibition, en fait. Donc non seulement il n'y a pas d'inhibition, mais en plus, on va surinvestir ces processus d'activation cérébrale. On va les surinvestir. Et donc on peut être plus facilement en déséquilibre, en état de déséquilibre, en état de déstabilisation, quoi. On est facilement déstabilisé quand on a des TSA, quand même. Voilà pourquoi là je parle. J'ai 32 ans. Là je viens d'avoir 32 ans. Donc voilà, j'ai 32 ans ces dernières semaines. J'aurais pas pu parler de ça si j'avais pas eu cet âge-là, clairement. Et donc, avec autant de détachement, non, jamais. Donc, oui, parenthèse, je sais qu'au niveau des TDAH, de mon côté, la manière que je le vois, la manière dont je le vois, c'est déjà ce côté où il y a ce besoin d'imprévisibilité. Voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt, pour moi, on est tous différents pour finalement correspondre à la diversité, en fait, des réalités qu'une communauté humaine peut rencontrer. On est tous différents pour pouvoir être des maillons complémentaires les uns des autres par rapport à ces réalités diverses qui peuvent être rencontrées par une communauté, pour que cette communauté continue à exister, en fait, notamment une communauté humaine, un groupe humain continue à exister. Je trouve que c'est pour ça qu'on est tous différents. Au niveau donc de ce côté, pour moi,
la manière dont j'identifiais le côté dopaminergique, c'est le côté satisfaction à l'imprévisibilité. Et cette imprévisibilité, elle est complètement naturelle, normalement. C'est un peu de l'oxygène, quoi. L'imprévisibilité, c'est de l'oxygène. C'est un peu de l'oxygène. Et cette imprévisibilité, elle est quand même présente dans la nature. Elle est présente dans les sociétés humaines où il y a désolée de dire ainsi, mais où il y a du bruit, entre guillemets, où il y a du bruitage, où il y a, par exemple... une maman qui est en train de frotter sa casserole dans sa cour, il y a du bruit. Un enfant, un coq qui chante à côté, il y a du bruit. Un bébé qui appelle sa maman dont on entend dans la cour à côté, il y a du bruit. En fait, cette imprévisibilité sensorielle, cette imprévisibilité, ce cocon sensoriel qui forme une sorte de tout cohérent, pour moi, ça fait partie de l'écosystème psychologique, humain, sain, et qui, pour certaines personnes, est non négociable. Elles peuvent pas faire sans. Là, par exemple, vous entendez certainement derrière moi un fond sonore. De quelle sorte ? Eh bien, c'est de l'eau qui coule. Et ça, croyez-le ou non, ça m'a fait sortir de toute procrastination de TDAH. Cette imprévisibilité-là. Juste ça. Voilà. Pour vous dire, on me conseillait l'hôpital d'aller en repos. Les professionnels de santé me conseillaient, enfin, pas forcément de santé, mais certains professionnels me conseillaient d'aller à l'hôpital, de m'envoyer à l'hôpital. On a insisté là-dessus plusieurs fois chez moi, alors que non, je suis pas fatiguée en fait. Il faut que vous vous reposiez, mais je n'irai pas à m'en reposer en fait. Pour vous dire à quel point c'était chaud en fait pour moi de m'occuper de mon quotidien par ce TDAH là. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ensuite ? Je sais plus ce que je voulais dire ensuite. En tout cas, voilà. J'en étais arrivée à un stade où, pour moi, les gens voyaient que l'hôpital, en fait. Alors que non, puis j'ai dit aux personnes concernées, j'aurais dit, mais vous me mettez en hôpital 15 jours, je vais savoir performer pendant 15 jours, hein, j'ai pas de souci là-dessus. Les gens vont se demander qu'est-ce que je fous là. Hein. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Parce qu'il n'y a pas de souci, en fait, quand toute... Et puis à ce côté-là, je pense aussi où le fait... C'est un peu ma situation à moi. Non, c'est carrément ma situation à moi. Le fait d'être seule, comme je dis, les bruits environnementaux d'une communauté humaine, d'un village, notamment un village qui est pas d'une société hyper machinisée, une société plutôt traditionnelle, avec des moyens de production traditionnels, etc., des modes de vie plutôt, on va dire... non machinisé quoi, où il y a du bruit qui se passe. Voilà, il y a le bruit de la personne qui lave son linge, il y a le bruit de la personne qui lave sa cocotte ou sa casserole, sa marmite, il y a le bruit des enfants qui jouent, il y a le bruit de la jeune fille qui appelle sa cousine à travers la rue, il y a tous ces bruits là, il y a le bruit des personnes qui construisent quelque chose, il y a le bruit des personnes qui lavent leur linge à la rivière, il y a le bruit de... Toutes ces choses-là constituent pour moi l'imprévisibilité qui était supposée, à mon sens, faire partie de cet équilibre psychologique et qui est devenu, pour certaines personnes de la population, pour certaines personnes du groupe, un incontournable, un non négociable, comme je le disais plus tôt. Et je pense, comme certains l'ont dit avant moi, hein, j'ai vu des chaînes YouTube, sur une chaîne YouTube notamment, où la personne disait, avait un psychiatre qui disait, ou ex-psychiatre, je sais plus, mais qui disait que par exemple le TDAH
Mais ça pouvait être complètement adapté, par exemple, à une société où il faut être sur ses gardes, par exemple. Il faut être sur ses gardes par rapport si tu es un chasseur, par exemple. Être sur tes gardes. Si t'es dans la forêt, si t'es dans la savane, non, les savanes ne sont pas forcément sèches et arides. J'ai découvert ça, les savanes peuvent être très très verdoyantes. C'est un peu comme le phénomène des cyclones. Certaines régions du monde appellent ça cyclone, certaines autres régions du monde appellent ça comment ? Ouragan. Voilà, c'est le même truc, mais ça a des noms différents selon le lieu où c'est. Et je pense que pour les photographes internationaux, c'est plus facile d'aller aux abords des trucs arides parce que les autres endroits, ils n'ont pas forcément accès. Mais non, toutes les savanes ne sont pas arides et sèches. Il y a des savanes tout à fait verdoyantes. Ma mère me l'a confirmé. À mon plus grand choc. Mais bon. Et donc, voilà, je pense que je suis pas en train de mettre la barre vers l'impossible, ok ? Parce que là, il y en a qui vont se dire, mais on fait comment ? Est-ce qu'on déménage je sais pas dans quel pays là où apparemment il y a plein de terres disponibles. Bref, je suis pas en train de mettre la barre vers l'impossible, mais de montrer en fait, la profondeur du gap, la profondeur de l'écart qui est le nôtre, qui peut être le nôtre. Si c'est pas votre cas, alléluia. Dans les sociétés notamment hyper industrialisées, les sociétés hyper machinisées. Où le fait par exemple d'être maintenant au tout numérique, l'ère du numérique, où on peut avoir vraiment très peu de bruit environnant en fait, même le fait juste d'entendre quelqu'un qui prend un stylo et qui écrit, ça fait partie en fait de toute cette imprévisibilité qui est supposée être dopaminergique et qui est supposée assurer l'équilibre psychologique d'un certain nombre de personnes, notamment les personnes avec un TDAH. Voilà pour la petite parenthèse sociétale. Autre chose encore par rapport au TDAH, oui, c'est là où je voulais en venir à la base, c'est que y a des psychiatres qui estiment donc que ça c'est plus lié à l'humeur, et moi de ce côté-là, donc j'ai parlé du côté dopaminergique, l'imprévisibilité, etc. Et j'ai entendu une autre personne, par hasard, sur E égale M6, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, il me semble qu'il utilisait le même terme pour la dopamine, l'imprévisibilité, il me semble. Et ensuite, tac, le côté émotionnel, humeur, la manière dont moi je le perçois au niveau du TDAH, je perçois chez moi que c'était plus une sorte de amplification des émotions qui émergent. En fait, le TDAH, c'est comme quelque chose, de la manière dont je l'ai perçu en entendant ce psychiatre évoquer sur YouTube, un autre psychiatre évoquer que le TDAH, ça pourrait être une forme embryonnaire ou une mini-forme, une nanoforme, peu importe, de la bipolarité. Je me suis quand même beaucoup plus observée à ce moment-là. Ça a été un moment tournant, ça a été un moment où ça m'a vraiment permis d'explorer encore comment est-ce que les choses se passent chez moi, dans mon intériorité à moi. Et j'ai quand même identifié que, éventuellement, le TDAH pourrait aussi avoir cette réalité-là où ce qu'on vit, en fait, est amplifié, autant le positif que le négatif. Mais là, il y a aussi, comme on a vu, la possibilité qu'il y ait un chevauchement avec le TSA. Et moi, le premier psychiatre qui m'a détecté, donc c'est le premier qui j'ai pris rendez-vous. Pour lui, notamment, pour lui, un traitement par rapport au TDAH serait complètement inutile, parce que pour lui, c'était l'interaction des deux qui m'embêtait. J'avais moins de problèmes que maintenant, entre guillemets, que la situation que je vous ai dit. Et en fait, voilà quoi. Je pense que oui, c'est sûr qu'il y a
il y a un cercle vicieux, des cercles vicieux qui peuvent se créer dans les interactions entre les différentes dynamiques entre guillemets pathologiques. Voilà. Dernier point au niveau de ce qui est aire du langage. Aire du langage, on sait qu'il y a des atypies d'activation au niveau des aires du langage, des aires qui traitent le langage, il me semble que c'est à la fois production du langage et à la fois réception, il me semble. Et donc il y a apparemment des anomalies ou atypies d'activation de ces aires-là. Pareil au niveau de la perception des visages. Et voilà, apparemment il y a des zones, particulièrement une zone cérébrale qui est apparemment vraiment dédiée à ça, à la reconnaissance faciale, aux reconnaissances de tout ce qui est non-verbal. Et là, effectivement, il y a des atypies d'activation de ces aires-là. Maintenant, on sait que voilà, même les enfants qui ont des super difficultés à s'exprimer à l'oral, au bout d'un moment, dans leur développement, ça peut émerger. Et on fait tout en général pour que ça émerge. Oui, amen. Et parce que communiquer, c'est vital. C'est une fonction vitale chez tout être vivant. Communiquer avec ses pairs, c'est complètement vital. Donc voilà. Et chez toute espèce vivante. Et donc c'est important, n'est-ce pas ? Et communiquer sur la même longueur d'onde que ses pairs. Voilà, c'est important. Donc tant qu'on peut, on y va. On tente ce qu'on peut tenter pour que ça émerge. On encourage ce qu'on peut encourager pour que ça émerge, parce que c'est vital. Et donc, pareil, donc, au niveau de la reconnaissance faciale, c'est des réalités qui peuvent être effectivement pas physionomique, mais physionomique et physiologique. Et pareil au niveau des aires du langage, mais on sait voilà qu'au niveau du langage, ça peut émerger. Et donc de la même manière, je ne sais pas pourquoi ça pourrait pas émerger éventuellement au niveau de ce qui est reconnaissance faciale, etc. Il n'y a pas d'impossibilité manifeste à ça en fait. Voilà. Tout est là, mais ça fonctionne différemment, mais c'est fourni un peu différemment, mais voilà. Mais ça veut pas dire que c'est pas possible que ça émerge. Après, je pense qu'il faut quand même faire attention, vu que là je reviens vers toi. Donc la première du groupe qui avait évoqué le fait que, par exemple, le fait de pas avoir accès au non-verbal facial chez ton compagnon, ça pouvait te créer de l'anxiété. Je pense qu'il faut tempérer quand même, parce que finalement l'anxiété, c'est ce qui va venir gripper ton système en fait. C'est ce qui va venir aussi le réfréner, le restreindre, le gripper. Et voilà, moi je suis vraiment partisane de la détente, du tout détente, et de laisser les choses venir. Voilà. Et surtout ne pas se gripper à ce niveau-là, parce que autant tu peux communiquer avec lui de ces difficultés-là. Je suis pas thérapeute de couple ou quoi, je saurais pas forcément être la meilleure en termes de conseils à ce niveau-là, mais autant il y a aussi un côté où lui peut comprendre que tu te découvres, voilà. Et je pense que quand on décide de faire couple, on décide de comprendre l'autre et de s'aider mutuellement. Voilà.
Euh, Alors, au niveau de... Il y a des éléments, oui, parce qu'en général, on dit, oui, il n'y a rien qui est pathognomonique dans les TSA. Et on dit, oui, il n'y a aucun test qui permet pour le moment de dire à 100% que quelqu'un, ou de dire avec une grosse fiabilité que quelqu'un a un TSA ou pas. Détrompez-vous. Ouais, j'ai oublié ce petit côté-là. La première simulation de synthèse, simulation informatique du cerveau TSA, où j'ai parlé d'inhibition, où j'ai parlé surinvestissement, là, il y a une fiabilité à plus de 80% par ce modèle d'interaction entre les différentes aires du cerveau. Ça veut dire que si ce schéma d'interaction-là qui a été extrait, d'interaction entre les différentes aires du cerveau, on est à une fiabilité de 80%, de plus de 80%. Même pas, il me semble, je le sais et je vais mettre les sources. Voilà, donc en fait, il y a des choses qui semblent quand même être particulièrement propres au TSA. Ensuite, j'ai lu une autre étude, je suis passée sur une chaîne YouTube anglophone où quelqu'un mettait... il me semble que la personne parlait du langage et elle a mis dans... Non, elle parlait en fait du fait qu'on pouvait reconnaître avec une fiabilité, il me semble pareillement à plus de 80%, une personne avec TSA, on pouvait la détecter avec une fiabilité de plus de 80% à travers ses fréquences vocales. Apparemment, c'est un travail très sérieux, un travail scientifique très sérieux, et sa manière en fait d'investir la voix, en somme, et sa fréquence vocale de ces mots. Je sais pas trop les termes les plus précis, mais voilà, c'est l'idée. Et apparemment, ça a été à une fiabilité de plus de 80%. Donc là aussi, on est... voilà, je pense qu'on parle de coordination aussi, on parle de toutes ces choses-là. Mais voilà, la manière d'investir le langage, la voix, plus particulièrement, et ce serait avec des particularités spécifiques au TSA, et au TSA uniquement, a priori. Voilà. Bon, je pense qu'on a fini. Là, je pense que c'était important. Et je me permets quand même de revenir rapidement sur cette question de... Voilà, je vous laisserai je vous laisserai réfléchir à ces réalités-là, voir comment elles résonnent dans votre vie. Et je vais quand même dire les petits points que j'avais dit hier, sans les détails, sans les spécifications que j'avais ajoutées. Mais du coup, il y a des points quand même que moi je trouve qui font socle commun au TSA, et je vais les dire très rapidement. Je vais les nommer. L'aliénation perceptive, le fait d'être aliéné par sa perception, par ce qu'on ressent, par ce qu'on perçoit, etc. Allez, rapido, je vais quand même le dire. Donc dans ça, il y a la sensorialité subie avec et sans écroulement. Sensorialité subie avec et sans écroulement. Il y a l'évitement actif de l'expérience décohérente qui crée de l'instabilité chez nous. Évitement actif de l'expérience décohérente. Par exemple, les yeux, regarder dans les yeux, ça peut déstabiliser, ça peut faire tomber en décohérence. Et là, je suis pas du tout pour le fait de forcer une personne qui détourne les yeux à regarder dans les yeux, pour la simple et bonne raison que si moi, mon adaptation, c'est de détourner les yeux et que tu me forces à regarder dans les yeux alors que ça me crée de l'inconfort, tu m'éduques au handicap. Tu m'éduques à me faire violence d'une manière qui tôt ou tard va me rattraper négativement. Tu m'éduques à dysfonctionner. Voilà. Donc, traumatisme facile de l'expérience avec évitement pathologique. Traumatisme facile de l'expérience avec évitement pathologique ou systématique ou
Je sais pas quel autre mot j'aurais pu dire, mais bon, pathologique, c'est pour être plus simple. 1, 2, 3, quatrième petite sous-item, traumatisme subtil de la sensorialité avec évitement pathologique. Traumatisme subtil de la sensorialité avec évitement pathologique. C'est des petites spécifications qui, j'espère, en fait, pourront résonner chez vous tôt ou tard, en fait, maintenant ou après. Au moins, elles seront parvenues à vos oreilles. 5e petit sous-item, traumatisme à l'attendu avec évitement et ou détournement et ou transgression de la consigne ou de ce qui est attendu. Et là, il y a un terme qui émerge assez sur les médias sociaux anglophones, c'est pathological demand avoidance, évitement pathologique à la consigne. Et moi, j'ose finalement l'interpréter de cette manière-là, traumatisme à l'attendu, avec évitement et ou détournement et ou transgression. Voilà, systématique. Parce que on a tellement été habitué finalement à ne pas être adéquat que finalement tout attendu devient traumatique. Finalement, toute idée d'attendu qui est posée sur nous devient insupportable. Et donc on préfère éviter, détourner ou transgresser. Mais ne pas le faire tel qu'on nous l'a demandé. Ensuite, écartement des contextes d'apprentissage, pareil, aliénation perceptive. Là, c'était la catégorie aliénation perceptive et toutes les manières dont ça peut s'exprimer. Ensuite, deuxième élément qui pour moi fait socle à tous les TSA, anosognosie hypolexithymique, voilà, pour enlever le A et remplacer par hypo. Et en fait, là, c'est anosognosie, le fait d'avoir des difficultés à percevoir ce qui dysfonctionne chez soi quand ça dysfonctionne. Et alexithymie ou hypolexithymie, le fait d'avoir du mal à percevoir l'état dans lequel tu es. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, le fait que j'ai une hypersensibilité visuelle à la lumière, et dans le bureau de la personne qui m'avait posé la question, j'étais là, je sais pas, j'avais oublié que effectivement ça avait été un sujet dans ma vie, et même là, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je me suis bien rendu compte que tiens, j'avais les lunettes de soleil graduelles sur moi, parce que j'en avais besoin à ce moment-là, et j'enlève les lunettes et j'ai les yeux tout grands, quoi. Alors que quand j'ai pas de lunettes, j'ai les yeux tout petits. Donc voilà, il y a pas plus explicite que ça, quoi. Donc oui, effectivement, je suis sensible à la lumière. Et là, en me voyant dans le miroir et on voit la différence de taille de mes yeux, je me suis dit yes, je suis concernée. Alors qu'en fait, j'ai une hypolexithymie à ce niveau-là, c'est que j'ai pas forcément le percevoir. Et pas forcément le percevoir dans toute sa mesure. Voilà, pas forcément prendre toute la mesure. Et du coup, pas le prendre au sérieux. Voilà, comme on en parlait un petit peu au début. Donc, il me semble que c'est ça. Donc, anosognosie, alexithymie, les sous-items que je peux donner pour voir un peu à la manière dont ça peut s'exprimer. Donc, latence hypolexithymique avec et sans écroulement. Pourquoi je parle d'écroulement ? Parce que il y a ce deuxième petit sous-item qui est ce que j'appelle l'impasse alexithymique. C'est quand vous avez trop tiré sur la corde parce que vous n'étiez pas connecté à vous n'avez pas conscience de votre état, donc vous étiez en hypolexithymie, et puis d'un coup, au moment où vous arrêtez, vous avez l'impression que, par exemple, je vais pas me surexposer à une surstimulation, par exemple, au moment où vous arrêtez, en fait c'est trop tard, parce que vous les avez pas sentis au moment où c'était vraiment le temps d'arrêter, en fait, vous avez une latence. Et du coup, ça vous mène à ce que j'appelle une impasse hypolexithymique. Et puis il y a aussi les fausses routes hypolexithymiques,
Ou par exemple, là c'est un exemple très concret où j'ai vu, c'était une vidéo d'une famille qui parlait de ses enfants qui avaient différents TSA. Et donc à un moment donné, il y a un des enfants qui donc rentre de la balade qu'ils avaient fait à l'extérieur et qui dans la maison, donc sur le canapé, un des enfants donc qui sur le canapé se met donc à se balancer ou à mobiliser un balancement en fait d'avant en arrière. Et le balancement que je perçois, vu que je mobilise ça aussi, mais le balancement que je perçois, c'est cet enfant-là, il est super nerveux. Et là, je me suis dit, en fait, là, sa manière de se balancer, c'est impossible. La violence avec laquelle il se balance. Et puis tout le monde était en train de l'ignorer, en fait. Ils étaient en train de vivre leur quotidien. Je pense que c'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude de le voir faire. Et du coup, ils savaient pas forcément quoi en penser. Et voilà, quoi, ça se comprend. Et donc c'est pas voilà, je suis pas en train d'en faire une critique là, je précise. Et en fait, la manière dont il était en train de se balancer violemment d'avant en arrière, il était rentré d'une sortie, comme j'ai dit. Je me suis dit, c'est impossible que ça génère chez lui une stabilité en fait. C'est impossible. Je pense que c'est en train de générer chez lui une sorte de fausse route hypolexithymique. Ça veut dire que tu commences le geste éventuellement pour te restabiliser, ou tu mobilises comme je souhaite l'appeler des gestes de décharge. J'ai entendu que c'était un terme qui était adapté aux bébés notamment, les pleurs de décharge. Et ben là tu as des gestes de décharge et en fait à un moment donné tu as peut-être hypothétiquement une latence. C'est vraiment hypothétique ce que je dis, mais je pense que comment dire, c'est pas que je pense que c'est que ça fait sens même dans ma vie personnelle, ça c'est pas du tout délirant. Tu as donc une latence de perception, donc hypolexithymique, et du coup tu sais pas quand t'arrêter pour te balancer, tu sais pas quand arrêter ton balancement, tu sais pas quand le ralentir, et qu'est-ce qui se passe? Tu l'accélères, il était super violent, il était super accéléré, comme on a vu tout à l'heure. Chez les TSA, il y a ce côté où il y a les processus d'inhibition cérébraux, d'inhibition cérébrale, et les processus de recentrage qui sont en déficit, et le surinvestissement de l'activité en cours. Donc, pour moi, c'est le tableau complètement caractéristique, cette situation-là, en termes d'illustration, tableau complètement illustratif, et à partir de ce moment-là, donc, tu te retrouves finalement à générer toi-même du mal-être. Parce que justement, ce geste, en fait, il est fait en excès. Et le geste qui est fait en excès, eh ben, à la base, le geste qui était là pour te recentrer, eh ben, il te fait repartir dans une boucle de mal-être. Mais toi, éventuellement, tu vas continuer à mobiliser ce balancement-là super agressivement, parce que éventuellement d'habitude ça marche, parce que éventuellement quand tu étais bébé ça marchait, parce que éventuellement quand tu étais plus jeune ça marchait. C'est un adolescent, en tout cas il était d'âge adolescent. Et on en vient en fait au 4e sous-item de ce groupe-là, anosognosie alexithymique. 4e sous-item, des manières dont ça peut se manifester, l'incorrélation hypolexithymique. Donc quand tu t'es balancé comme ça, tu te balances comme ça super agressivement, tu ne corrèles plus, ce qui est de l'ordre des causes à effet par rapport à l'état dans lequel tu te trouves. Tu ne corrèles plus en fait. Tu ne vois plus de corrélation, tu n'arrives plus à corréler ce qui est la cause des effets étant l'état dans lequel tu te trouves. Donc, et ça a été un gros piège dans ma vie. Voilà, ça c'est une situation assez, on va dire assez, oui, c'est ça que j'appellerais une situation spectaculaire. Mais quand je mobilise le balancement que je mobilise chez moi, c'est pas spectaculaire, pas forcément, et même pas du tout. Mais
Là, c'est assez clair pour l'exemple réel, mais c'est sûr que voilà, c'est des choses que je vous laisserai voir de vous-même. Et ça, cette petite liste là, je vais la noter aussi en description, en note. Voilà. Et donc à partir de là, j'ai écrit les quelques moyens atypiques de redisposition mentale ou de rééquilibrage ou de restabilisation. Donc voilà, ça peut être le fait de mobiliser un balancement qui normalement est effectif pour s'apaiser, etc. Normalement chez le nourrisson. Et normalement, à partir d'un certain âge, ça s'arrête. En fait, les personnes normatives n'ont plus accès à cette sensorialité-là. Voilà, on a parlé d'élagage, je pense que c'est lié à ça. En fait, les personnes normatives n'ont plus accès normalement à cette sensorialité-là. Et bien, un certain nombre de personnes avec TSA ont toujours accès à ce mécanisme-là, je fatigue, excusez-moi, aux sensations de ce mécanisme-là, voilà. Et c'est mon cas, voilà. Alors que j'avais jamais vu personne se balancer avant ni quoi que ce soit. Je pense que j'en ai parlé dans un ancien enregistrement que j'ai pas encore posté, mais bon. Voilà, c'est... Voilà. Voilà. Donc on a ça comme moyen atypique de redisposition mentale, de rééquilibrage, de restabilisation. Au lieu de faire tous les mots du dictionnaire, je vais chercher mon truc. Ouais. Et donc, de stabilisation. Et donc, mes notes. Pointe des pieds. On a la pointe des pieds aussi. Par exemple, chez moi, la pointe des pieds, je sais très bien. Mais je pense que c'est... Je sais pas si c'est pareil pour d'autres personnes. Mais chez moi, je l'identifie très bien comme un moyen de limiter les surfaces de contact par rapport à mes hypersensorialités. Je le sais. Par rapport à la manière dont ça se manifeste chez moi, c'est sûr et certain que chez moi, c'est ça. Voilà, par exemple. Pointe des pieds, demi-pointe des pieds, pointe des pieds sur un pied, puis pas sur l'autre, voilà quoi. Toute la panoplie de pointe des pieds. Et ça se manifeste en fait quand je suis en surcharge. Voilà. Parfois juste sur un instant, parfois sur un moment plus long, parfois sur tout un après-midi, parfois sur... voilà quoi. Dépendamment de ma sensorialité à ce moment-là. Comme on a parlé tout à l'heure, quand j'ai eu fini d'écrire toutes ces choses-là, que j'ai ce sprint d'hyperfocus où j'ai tout écrit par rapport à cette vidéo et cet audio, et bien j'étais en sensorialité complètement exacerbée et j'ai bien senti mes pieds devenir super moites. Et là, voilà, j'étais complètement à fleur de peau de partout. Et voilà, par exemple. Des pieds aussi. Il y a un schéma qu'on nous a montré quand même en école à l'IRTS. J'ai fait l'IRTS de La Réunion. Où il y a un schéma qui montre les points sensoriels les plus actifs au niveau du corps. Et c'est assez édifiant. Et évidemment que les mains et les pieds sont en première ligne en termes de pourcentage de sensorialité. Ensuite, interprétation langagière sujette à complexification. Donc là, on est toujours dans les moyens de redisposition mentale, de restabilisation, de stabilisation. Interprétation langagière sujette à complexification, perturbation, voire conflictuelle. Bon, là, c'est par rapport aux aires du langage dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça, ce point-là, il aurait pas dû se trouver dans cet item-là, c'est pas grave. La suite, c'est la tunnelisation. Voilà, la tunnelisation langagière. Tunnelisation langagière, l'oral écrit. Ça veut dire... Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je parlais ici, en fait, de ce qu'on identifie chez certaines personnes avec TSA, ce côté où on dit parler en langage soutenu. J'ai écrit gainer les fonctions langagières. Plus suppression des émotions et ou du non-verbal dans le discours. Voilà, pour moi, c'est une sorte de tunnelisation langagière. Tu vois, quand on dit, par exemple, oui, la personne est en mode tunnel, ça veut dire elle est droit au but.
je pense que le fait d'employer un langage soutenu, ça peut servir finalement à cette sorte à gainer les fonctionnaires langagières à se couper en fait de toute à minimiser les possibilités d'être perturbé dans son discours parce qu'en utilisant des mots super précis et super droit au but en fait. Ça permet d'être moins perturbé. Voilà, dans la production du langage. C'est comme ça que je le vois. D'expérience aussi. Voilà. J'ai pas le temps d'en parler, d'entrer dans plus de détails, mais voilà. J'avais 17 ans quand j'ai décidé que je prendrais pas ce chemin-là, en termes de langage. Abri perceptif, alors que je voyais que j'en aurais eu besoin. J'ai dit que j'en parlerais pas. Allez-y, pour le moment. Abri perceptif, ou plutôt... comme on dit, intérêt spécifique, mais c'est les intérêts... Comme je les qualifierais, les intérêts... Voilà, intérêt d'ancrage. Voilà. Intérêt d'ancrage. On dit intérêt spécifique, intérêt d'ancrage. Je préférerais les appeler comme ça. Abri perceptif ou intérêt d'ancrage, ce qui nous servent à nous ancrer. Voilà, dans la même logique de ce qu'on a évoqué à l'instant, le fait d'éviter en fait de tomber en déstabilisation, d'être en état de garder finalement notre stabilité qui est vulnérable, notre état stable qui est vulnérable. Et ces activités d'ancrage, en fait, ces intérêts d'ancrage, ils permettent de se recentrer, de pallier aux questions de recentrage, de pallier aussi à la question de manque d'inhibition, parfois aussi. Le surinvestissement des processus d'activité, ça peut être anxiogène, tout ça. Et d'avoir ces intérêts d'ancrage, ça permet de ralentir, notamment, voilà. Ouais, en fait, c'est... comment dire ? Ouais. Tu vois, comment dire, je cherche un exemple. Parce qu'il y en a qui pourraient se demander, mais oui, mais pourquoi... Non, ils ne sont pas forcément... Pourquoi ces intérêts pourraient être notamment parce qu'ils peuvent être notamment intellectuels. Ils ne sont pas forcément intellectuels, mais ils peuvent être intellectuels. Et en fait, c'est comme on dit, combattre le feu par le feu. Donc quand tu as une activité intellective qui peut être un petit peu... pas chaotique, mais qui peut être un petit peu tumultueuse, et tu combats le feu par le feu, tu réorientes finalement ton activité intellective. Et moi, par exemple, c'est quelque chose qui se manifeste chez moi, c'est que chez moi, mes intérêts d'ancrage, ça a toujours été des activités intellectives sans besoin de matériel ni quoi que ce soit. Ça a toujours été depuis l'âge de 12 ans peaufiner des concepts. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, dès qu'il y a un truc qui va pas, même si ça a aucun lien avec la situation qui va pas, le fait de peaufiner un concept immatériel, donc dans ma tête, intellectivement, comme quelqu'un irait dans son garage réparer sa voiture, ça fait en fait cet office d'activité, d'intérêt, d'ancrage. Ça fait office de recentrage, ça fait office d'abri, entre guillemets, abri perceptif, où voilà, je me recentre sur un sujet sur lequel j'avais commencé à réfléchir, etc. Et ouais, il y a des personnes qui pensent que je suis particulièrement, entre guillemets, intelligente ou quoi. Non, c'est un besoin, en fait, de stabiliser mon accès au monde par l'intellectivité. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. C'était super long, super long, mais je suis super contente de l'avoir fait.
Puis merci d'avoir écouté. Punaise, je me suis en train de me dire là, mince quoi. Je suis partie, bon, j'espère que ça va pas trop ennuyer les filles du groupe. Je pense pas que ça les ennuiera, j'espère que ça va les aider. En tout cas, je pense de toute façon que je vais épingler dans le groupe ce truc là, pas ce truc, cet enregistrement audio. Comme ça, toute personne qui rentrera dans le groupe, elle aura déjà un super topo et elle aura de quoi se plonger et mieux se connaître. Et puis voilà, j'arrête de parler. J'ai fini. La bise.